Nous sommes le 5 juillet 2025. Manon Fiorot est championne. Elle a pris la ceinture à Grasso à la sphère. Elle a défendu contre Shevchenko plus tôt dans l'année. L'UFC vient d'annoncer l'UFC Paris 2025 en septembre, comme chaque année. Ce sera un pay-per-view, l'UFC 318. Il aura lieu de nuit. Le main event, champ contre champ. Manon Fiorot cherchera une deuxième ceinture contre Kayla Harrison à 6h du matin, heure locale. Comment gérer cela lors du camp d'entraînement? C'est le sujet de ce podcast après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Aldric, on va mettre un peu de contexte. J'ai fait un live ce midi et il y a quelqu'un qui me posait la question de comment les combattants anglais vont gérer l'UFC 304. Je suis trop dans le futur là. On revient au présent. Désolé, j'ai besoin de remettre mes idées en place. L'UFC 304, pour ceux qui savent pas, c'est à Manchester et ça a lieu de nuit pour matcher les horaires habituels de Las Vegas. Donc, un Thomas Spinal, il va combattre vers 5h45, entre 5h45 et 6h15 du matin. Comment est-ce qu'on gère ça? Salut mon Chris. Écoute, c'est bien. Moi, c'est toujours des sujets qui me tiennent énormément à cœur parce qu'on se rend compte de la jeunesse du sport dans sa globalité. Je ne parle pas que dans la France et de la légalisation, tout ça. C'est vraiment que c'est un sport jeune qui aujourd'hui, on est nettement moins au point sur la gestion du sommeil, du décalage horaire et tout que certains sports comme le cyclisme, la course auto. Et il y a plein de trucs quand tu échanges avec des préparateurs physiques de ces autres sports, tu te rends compte qu'ils sont bien plus adaptés que nous à tout ça, même à l'altitude. C'est un sujet qui est tellement vaste qu'on pourrait presque en faire plusieurs coach talk par la suite. Mais là, on va rester concentré sur le sommeil, l'analyse du sommeil. Et en fonction du nombre d'heures qu'il faut, il y a des études scientifiques qui te permettent de te caler à un rythme de décalage du sommeil. En gros, je vais être très vulgaire, pardon pour les gens qui ont fait les études, mais en gros, c'est à peu près un jour par heure, les études. Il y a d'autres, il y a peu d'études qui contestent celle-là et en gros, ils sont à peu près tous d'accord à quelques jours près. Donc voilà, si on va dans ce sens, nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on essaye de faire sur notre expérience personnelle pour l'instant qui est Abu Dhabi et Vegas, en sachant qu'à Abu Dhabi, nous, on y avait échappé. C'est pas la première fois que l'UFC fait ça. Quand Manon a signé à l'UFC, il y avait 3 UFC en une semaine, dont le premier Conor Dustin. Et sur les 3, je crois que c'était le premier, il faudra regarder exactement quel combat c'était, où ils se sont levés au milieu de la nuit pour coller aux horaires américains. Et je crois que la main card avait démarré vers 1h ou 2h du matin. C'était sur le 20 janvier 2021. Cette date, je m'en rappelle, c'est le premier combat de Manon à l'UFC. Donc voilà, l'UFC a déjà fait ça par le passé. Et donc voilà, si on prend les études scientifiques, on te dit que c'est un jour par heure passée sur lequel il faut s'habituer à descendre crescendo. Donc ça voudrait dire qu'il n'y a pas non plus péril en la demeure, mais pour être large, il faut commencer à s'habituer une dizaine de jours, voire 2 semaines avant, à performer dans ces heures-là et à pouvoir s'entraîner à l'heure du combat. Donc comme tu l'as dit, le main event, c'est aux alentours de 6h du matin, je crois. Donc ça veut dire que pour ceux qui font la main, c'est peut-être 3h30, voire 3h. Et pour ceux qui font la prélim, c'est 23h ou peut-être minuit. Donc voilà, c'est ces heures-là sur lesquelles il faut s'entraîner. Donc ça demande effectivement un staff. Et c'est toujours pareil. Il n'y a que les gros qui vont pouvoir le faire. C'est-à-dire que les gros combattants… Que les poids lourds? Ah non. Non, Okay. Non, pas que les poids lourds, les mecs qui ont du budget. Parce que tu imagines… Ouais. Faut payer ton physio, faut payer ton coach, faut payer tes sparring pour décaler ces horaires-là à des horaires où normalement tu dois être en famille ou dans ton lit. Donc voilà, c'est un peu quand tu vois le décalage qu'il y a entre des prélims et des mecs qui sont à 12-12, 14-14 ou 16-16 et des mecs qui sont à comme je sais pas, comme Belal ou comme Leon Edwards qui vont frôler les 300 000 voire le million pour celui qui a les pay-per-view. Eh ben c'est disparate et il y en a un qui aura les moyens complets de faire le camp à la perfection et les autres qui devront s'adapter
Et voilà. Après, c'est des détails qui font la performance, mais c'est toujours bien de le travailler. Et je pense que le réglage et la régulation du sommeil fait partie des détails importants. Ouais, et pour venir sur ce détail de combien tu gagnes en tant que combattant, c'est plus vraiment un détail parce que pouvoir t'entraîner à 4 heures du matin et rémunérer tes coachs pendant 2-3 semaines à se lever à 4 heures du matin pour t'entraîner, c'est une grosse différence par rapport à celui qui, pour s'acclimater, va devoir le faire à la limite seul en faisant que du shadow et peut-être un coach bienveillant qui va se dire, allez, je vais le faire 2 fois, 3 fois sur la dernière semaine. Est-ce que avant de commencer à rentrer dans le détail, tu différencies t'entraîner à des heures normales dans un autre pays et t'entraîner à des heures anormales chez toi, ou plutôt combattre à des heures normales dans un autre pays et combattre à des heures anormales chez toi. Ce que j'entends par là, c'est effectivement, on pourrait voir l'effort comme identique entre je suis français, je combats à Las Vegas à 23 heures là-bas, ce qui correspond à 6 heures du matin ici, ou combattre à 6 heures du matin ici. En fait, Ça paraît la même chose, mais est-ce non. la même chose? Parce que tu t'acclimates à une journée si tu vas à Las Vegas et juste un décalage d'horaire versus tu t'acclimates à une nuit dans ton propre pays. J'ai l'impression que c'est pas exactement la même chose. Écoute, je te rejoins et je lui passe le bonjour. En ce moment, on travaille pour Manon avec Jean Valère, qui est un préparateur physique qui a préparé l'équipe Red Bull de snow pendant un moment et on échangeait là-dessus. Et c'est super intéressant. Et en fait, déjà, le fait de combattre dans un autre endroit que celui auquel tu es habitué, ça laisse déjà présager beaucoup de choses. L'altitude, l'humidité, la température. Et ça, tu as raison de le dire. Ça fait aussi l'objet d'une autre acclimatation. La nourriture. Donc, il y a énormément de paramètres qui sont importants. Et je vais t'en donner encore un dernier que j'ai appris moi-même il n'y a pas longtemps et que les mecs de Les glaçons. les glaçons, par exemple. Mais attends, mieux que ça. Les mecs de Red Bull font attention à l'avion, au type d'avion, parce que en termes de ventilation, en termes de pression artérielle, c'est pas. Les mecs vont très très loin. C'est pour ça que je te dis on reste un sport jeune, parce que quand tu vas t'approcher du très haut niveau avec certains préparateurs physiques de football américain, de gros budgets comme les teams Red Bull et tout, les mecs tiennent même compte de l'avion, de la pressurisation de la cabine et de ce qu'il va falloir faire. Je te jure que c'est vrai, Chris, et de ce qu'il va falloir faire en conséquence pour mieux réguler ton corps. Donc, l'avion, tu as raison de le dire, ça va te changer tout d'un coup. C'est-à-dire que tu as un changement de pression artérielle, ton corps va être soumis à l'altitude, il y a moyen que tu fasses de la rétention d'eau ou que ton corps réagisse d'une autre façon. Tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien, avec une température différente, donc il y a un temps d'acclimatation pour ça. Tu arrives dans un pays avec un taux d'humidité différent et avec une nourriture qui est différente. Je vais même aller encore plus loin et après, on complète si tu veux. Il y a même ce qu'ils appellent l'environnement en termes de microbes. Donc, tu vois, toi, chez toi, il y a des microbes récurrents qui sont, pour la plupart, tu as fabriqué des défenses immunitaires et ton corps est capable de les défendre. Et en plus, là, tu arrives dans quelque chose de nouveau où peut-être que tes anticorps n'auront pas l'habitude. Donc, si tu veux aller loin, et il faut le faire, je pense, pour maîtriser tous les paramètres et pas risquer un malaise comme l'a pu le faire Ortega ou même William il y a quelques semaines. Je pense qu'il y a énormément de paramètres à prendre en compte et on se rend compte qu'il faut vraiment évoluer, échanger et que pour l'instant, avec ce qu'on sait faire, on est quand même assez loin des grosses équipes et des gros budgets. Je pense qu'un truc qu'on a presque tendance à oublier, c'est que le sport élite se joue sur un ensemble de détails. Bien sûr. Qui en fait n'est plus vraiment un bon mot parce qu'un petit détail peut avoir un impact tellement gros sur une performance qu'on ne peut plus utiliser le mot détail. C'est vraiment le contrôle de tous les facteurs qui peuvent influencer la performance, donc le résultat. Et là, notamment, je pense que toute notre audience sera d'accord pour dire que le sommeil est un pilier de la performance. Par conséquent, l'heure de combat est quelque chose qu'il faut gérer avec une grande attention et un grand professionnalisme, d'où l'intérêt de ce sujet, de le traiter aujourd'hui. Donc maintenant, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail en se disant, ok, donc prenons l'hypothèse de la méga belle introduction que j'avais préparée. On a une Manon Fiorot qui doit combattre à 6 heures du matin à Paris sur un combat qui est prévu bien à l'avance. Comment est-ce que vous préparez ça
combien de temps à l'avance vous commencez à faire vos entraînements de nuit? Est-ce que vous le faites progressivement vers des entraînements intensifs aux alentours de 6 heures du matin pour s'assurer que le corps réagit bien à ces heures-là? Est-ce que c'est quelque chose de progressif? Tu disais 1 jour par heure. Est-ce que tu prends une marche supplémentaire? Évidemment, c'est pour une ceinture. Donc là, vous avez les moyens de mettre ça en place. Voilà. Dis-moi un Ouais, peu ouais, quelles ouais. sont Non, non. les choses que tu mettrais en place. Te connaissant, la première chose que tu fais, c'est appeler quelques spécialistes pour être conseillé. Non, mais bien sûr. Mais et je te dis, aujourd'hui, l'échange avec des mecs qui font ça de façon régulière, ça, tu vois, c'est pas la peine d'aller chercher dans le football ou dans la NBA. Ils ont pas ce genre de problématique. Les mecs qui sont soumis à ce genre de problématique, c'est les préparateurs physiques de tennisman, les préparateurs physiques de gars qui font de la descente ou du super G, tu vois, des mecs qui font du snow, du ski, des tennisman, des judokas éventuellement. Et voilà, sur les athlètes olympiques qui font des galas internationaux, tu as aussi ça. Donc c'est intéressant d'échanger avec ces gens-là. Et bien sûr, avec le savoir qu'est le mien aujourd'hui, sans aller chercher autre chose, je te dirais que on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre et on va commencer à décaler heure par heure, peut-être à partir de 15 jours avant, pour arriver pas à une heure de coucher à 6 heures du matin, Non. pour arriver à une heure où tu vas être efficient au niveau réveil et musculaire. Donc, ça correspondrait, je pense, à une heure de coucher vers midi, je pense. Il faut que j'affine bien tout ça. Mais en gros, sur une heure où tu dois performer à 6 heures et t'entraîner à 6 heures, ça veut dire que voilà, il faut se coucher entre 10 heures et midi derrière ça, de façon à ce que voilà, ce soit la routine habituelle de ton corps et que tu puisses trouver un seuil d'endormissement intéressant. Donc, c'est problématique hein, parce que c'est pas tu vas te coucher après l'entraînement. Il faut vivre normalement comme tu le ferais après une journée Tu prends ton normale. dîner après, quoi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut manger après. Enfin, Souper. C'est comment en France? ouais, on peut dire Manger dîner. le soir, c'est Dîner, c'est ça. dîner. Ok, ok. Et en fait, il faut passer à la récupération. C'est pour ça que je te parlais d'argent. Parce que la routine d'un fighter après l'entraînement, c'est pas du tout d'aller dormir. C'est de passer dans les cycles de récupération active et passive, kiné, massage, jacuzzi, sauna, automassage si t'as pas les moyens, aller voir ton thérapeute, aller voir ta masseuse, le yoga éventuellement. Donc le stretching, il y a plein de cycles qui sont à faire peut-être après l'entraînement. Il se passe encore 2 heures ou 3 heures où l'athlète va travailler de façon active ou passive, ou c'est lui qui travaille ou on travaille pour lui, en tout cas le thérapeute. Après, tu as la phase de repas. Après, il faut laisser une petite marge avant d'aller se coucher pour avoir une digestion saine et pouvoir récupérer et aller se coucher dans de bonnes conditions. Et après, il y a la phase d'endormissement. Donc, il faut du temps et il faut des gens que tu vas complètement décaler et il faut une équipe complète hein, de 10 personnes quasiment qui va être décalée par rapport à tes besoins et par rapport à… Alors, c'est moins coûteux si c'est à la maison, effectivement, parce que au moins les gens peuvent avoir une activité à peu près normale dans la journée que si tu les prends avec toi et que tu les emmènes, là, c'est encore plus coûteux. Mais il y a quand même un coût très important et qui est impensable au niveau des athlètes qui débutent ou qui en sont même à leur deuxième contrat dans l'organisation. Ah ben c'est clair parce que là si tu dois faire en sorte que allez, je veux dire si tu t'entraînes et que l'intensité le pic d'intensité de ton entraînement est à 6 heures du matin, ce qui signifie que voilà, tu fais ton cool down, après tu finis ton entraînement à 7 heures du matin, il y a encore possibilité d'aller trouver des kinés, des masseurs, des cryos qui sont ouvertes à partir de 7h30, 8h du matin, c'est pas un problème, donc tu vas pas payer un surcoût. Par contre, sur les partenaires d'entraînement, ils peuvent pas se dire, parce qu'on pourrait se dire, ah bah ça va, tu lui demandes de se lever à 4h du matin, mais le mec s'il se lève à 4h du matin, à 6h du matin, il sera pas dans la même force physique que toi qui t'es levé entre 18h et 20h. Exactement. Donc tu dois demander à la personne de décaler, et effectivement tu dois par conséquent le rémunérer en fonction, pareil pour les coachs et tout ce qui s'ensuit. Donc je te rejoins à la première question, à la limite c'est même le coût que ça représente et par conséquent la possibilité de faire quelque chose d'optimal à ces heures-là. Et c'est encore pire parce que là on parle des main events, parce qu'en fait si ton pic d'intensité est à 6 heures du matin, c'est encore envisageable, mais imagine tu dois faire ton pic d'intensité à 3 heures du matin parce que tu es le prelim headliner. Ça signifie de 1 que tu es moins bien payé parce que sinon tu ne serais pas prelim headliner. Et de 2, ouais, ton pic d'entraînement, il est à 3 heures du matin. Donc,
Ah, c'est compliqué. Hein. C'est encore plus compliqué parce que là, ta récupération, elle est impossible. Tu finis ton entraînement, il est 4 heures du matin, tu n'auras pas de thérapeute, tu n'auras pas de cryo 24/7, c'est pas, pas accessible. C'est très compliqué. Donc, c'est très compliqué. Ouais, et tu as raison, pour assurer un cycle. Alors, je dis pas qu'il faut aller à l'étranger sur un décalage horaire parce que tu t'infliges l'avion et on sait que c'est hyper. Franchement, il y a des reportages et des études sur l'avion et les risques de thrombose et tout qui sont hyper importants sur l'avion. Donc, il faut pas dire, mais presque, il faudrait se décaler. En fait, encore une fois, il y a que ceux qui ont d'énormes moyens qui vont pouvoir déranger leur kiné à 3 heures ou 4 heures du matin. Tu vois, c'est une boucle, en fait, qui est hyper, je sais pas, pour imager un petit peu pour les gens qui nous écoutent, c'est comme si tu comparais un club de 6e division au football avec un club comme le PSG, voilà, et c'est ça qui est hyper, pas dérangeant, hein, pas du tout, parce que quand tu regardes un UFC, tu t'en rends quasiment pas compte, en fait. Particulièrement, je trouve, sur les UFC comme le dernier, tu vois, dont on a fait le récap ensemble, quand tu vois cette prélim de fou avec les combats qu'il y a eu, avec le petit Vinicius Oliveira en premier combat de la early prelim, ce mec-là, tu te rends compte que c'est un futur top 15, top 20, tu te rends pas compte de ça. Après, il faut comprendre que c'est son 3e combat dans l'orga, qu'à mon avis, il a toujours pas signé un 2e contrat, donc sans aucune spéculation et dans aucun secret, je pense qu'il doit être à 14-14 ou à 16-16, quoi, tu vois, donc quand tu vas comparer ça aux mecs qui vont être main ou co-main, il y a une différence qui est très importante, effectivement. Et je suis en train presque de me poser la question, puisque tant qu'on est sur les tarifs et tout ce qui s'ensuit, c'est peut-être moins cher de te dire, OK, je vais faire la fin de mon camp à l'étranger. C'est ça, c'est ce que je te dis. Et tu reviens pour la Fight Week en restant aux horaires de là où tu étais. Donc, par exemple, tu es français, tu dois combattre à 3 heures du matin parce que tu es prelim headliner. Tu quittes tes coachs pour les 3 dernières semaines. Ou t'emmènes ton équipe. Ouais, mais alors là, c'est de nouveau coûteux. C'est ça. C'est de nouveau, et ça vaut je crois que là, payer les avions et tout, ça vaut mieux rester sur place et les payer de nuit chez toi. Par contre, si tu dis, OK, bon, je vais finir mon camp à la ATT. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, quand je vais vers la ATT, moi, je m'habitue à ces horaires-là. Ça va me prendre une semaine pour vraiment être en forme optimale. Ça me fait un camp de 2 semaines sur la fin qui est au top. Et puis, quand je reviens en France, là où j'habite, je reste sur les horaires américains et du coup, je suis déjà calé. En quelque sorte. À la limite, c'est peut-être moins cher. C'est une solution. Après, tu as entièrement raison d'envisager tout. En fait, c'est comme au magasin de bonbons, tu vois. Tu as un budget, tu demandes, quand tu es petit, tu demandes à la personne qui s'en occupe de te mettre pour ce budget. Là, c'est exactement la même chose. Tu as un budget où tu dois vivre et tu as un budget que tu dois investir sur ta personne et sur ton camp. Parce que c'est ça la réalité. Au départ, mec qui vient de signer son premier contrat à l'UFC, tu peux avoir des sponsors financiers, mais les montants sont suffisants pour que ça te permette de vivre toi. Tu vois, c'est pas du tout pour pouvoir avoir un camp et surtout pas financer ce camp. Donc voilà, il y a des budgets qui sont les tiens par rapport à ta rémunération. Il faut surtout pas penser à la victoire parce que si tu commences à dire si je gagne, non, si tu perds et s'il y a un problème et s'il y a un match nul et s'il y a no contest, donc c'est le meilleur moyen de se mettre dedans. Si l'autre rate la pesée et que tu combats pas. Exactement. Tu as juste le show bonus, tu vois, le bonus, enfin la prime initiale. Donc il faut prendre ça, bien tenir compte de la fiscalité du pays dans lequel tu vas combattre, où tu vas déclarer cet argent et ce que tu vas donner à ton coach et à ton manager. Et après te dire, voilà, j'ai ce budget-là, il me faut combien pour vivre. Et pareil, pas se dire, ouais, mais c'est bon, je vais recombattre dans 3 mois. C'est hyper, franchement, c'est aujourd'hui, aller à l'UFC, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Y performer, c'est encore plus difficile. Et c'est pas que l'UFC ne paye pas bien, c'est que, en fait, quand tu arrives à l'UFC, tu te dis, ça y est, je suis arrivé au top. Mais oui, tu es au top. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut faire 2 contrats pour pouvoir après être tranquille, pas riche, hein, tranquille. Dans la façon dont tu t'entraînes et dans ton équipe, il faut 2 contrats. Donc, c'est pour ça que petit à petit, on va se diriger vers la fin des petits clubs. C'est une évidence avec la croissance du sport parce qu'il y aura que des grosses équipes qui pourront te donner les conditions en fait d'entraînement du top niveau alors que tu es rookie à l'UFC. Tu vois où je veux en venir? Ouais. Petit à petit,
il y a encore du temps. Ne vous affolez pas, les gens qui nous écoutent, parce que je sais qu'on a une grosse communauté MMA qui nous écoute. Il y a plein de coachs qui m'envoient des messages sur Instagram et tout. Donc, c'est pas maintenant, les gars. Mais ouais, je pense que dans un futur proche, il faudra avoir des structures privées, financées, sponsorisées, de façon à pouvoir offrir aux combattants, sans qu'ils en aient forcément les moyens, l'inclure dans un concept, en fait, avec des sponsors, de façon à pouvoir offrir ces conditions d'entraînement pour performer, parce que à l'étranger, ils sont en train de le faire. Il y a déjà quand même des mecs qui arrivent à accéder au très haut niveau et qui sont rookies à l'UFC. Donc, comme on disait tout à l'heure, les détails et la façon de s'entraîner et le staff qui est autour de toi, c'est quelque chose d'important aussi. Ouais, le MMA explose tellement, mais malgré tout, d'un point de vue structure, comme tu viens de le dire, structure professionnelle, encadrement des combattants pros, on est encore assez loin des structures de foot, de basket, de Formule 1 et tout ce qui s'ensuit. Et pourtant, on est dans la performance élite, encore une fois, pour faire le lien avec ce que je disais plus tôt. Donc, on va dans cette direction. C'est indéniable. Alors, il y a l'UFC qui met des choses en place avec l'UFC PI, mais ça, c'est propre à l'UFC. Mais je pense sincèrement que à terme, comme tu le dis, ce sont des équipes qui vont devoir créer des structures comme l'UFC PI pour pouvoir produire des athlètes qui sont vraiment au niveau élite. Donc, et c'est très chouette, en fait. C'est même motivant en tant que fan de se dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les combats on a une super haute qualité de combat, mais on n'est probablement pas encore au niveau maximal possible parce que les infrastructures et la connaissance n'est pas encore au point de celle des sports plus anciens. Tu sais, c'est motivant. Il faudrait faire une étude sur les 600, alors j'ai pas le nombre exact, 650, 680 fighters qui sont sous contrat avec le UFC. Je te jure, là c'est une pure spéculation, mais je pense que sur ces 650, 600, allez, on va arrondir à 600, t'en as facilement 100 qui n'ont pas de préparateur physique attitré et 200 qui n'ont pas de diététicien. Je te l'écris, je te le signe. Et pour l'instant, ce chiffre n'engage que moi, mais tu vois, je commence quand même à avoir une base, pas solide, mais voilà, tu vois, en ce moment, à la salle, Kevin vient de partir. J'ai Teresa Bleda qui vient faire une partie de son camp chez moi, qui va faire l'UFC Australie à Perth et qui va prendre Casey O'Neill. Donc, il y a Taylor qui est passé. Donc, des fighters UFC avec qui j'échange, il y en a un paquet. Je commence à accueillir des étrangers aussi, surtout des Européens, bien sûr. Donc, je me rends compte de ça vraiment, tu vois, que c'est des mecs qui sont à l'UFC, qui ont fait 2, qui ont fait 3, qui ont fait 4 combats des fois et que pour le moment, pour des raisons évidentes de staff, en fait, et d'argent, ils n'ont pas du tout d'équipe entre eux, tu vois. Ils ont des conseils, ils ont des rééquilibrages alimentaires, mais ils n'ont pas de diététicien proprement dit professionnel, tu vois, capable de comprendre ce qu'est qu'un cut, ce qu'est de la rétention d'eau et tous les paramètres qui sont liés à cela. Et idem pour le préparateur physique, tu vois, ils ont des copains qui les aident, mais il n'y a pas un mec compétent qui est capable de traduire des datas de VMA, de force, puissance, vitesse et tous les chiffres qui sont communs à ce type de métier. Et c'est fou, je te jure, c'est fou. C'est-à-dire que les mecs, tu en vois, et je pense vraiment que j'ai pris un chiffre sous-estimé. Gentil. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que, mais en fait, dans une des vidéos de BSD sur sa chaîne, il le dit, non? Qu'il n'avait pas encore de nutritionniste, là, diététicien. Ah bah tu vois, voilà, je sais. Pour son combat contre Poirier, il me semble. J'espère ne pas dire de bêtises. En plus, je regarde son truc YouTube, mais je te dis la vérité, j'ai pas. Je sais qu'à un moment, il faisait un certain type de diète. C'est en échangeant avec son épouse qui me l'avait dit. Je sais plus. Attends. Bref, c'est pas très important. Mais après, encadré par qui? C'est vrai que j'avais jamais échangé là-dessus avec eux. Prenez ça avec des pincettes. Peut-être que je confonds, mais en tout cas, il y a un athlète MMA qui a une chaîne YouTube qui avait dit ça. Et ça m'avait un peu surpris. Ça m'avait surpris que c'était pas encore inclus dans son package parce que quand on parle de piliers, quand on parle de curseurs qui ont une grosse influence sur la performance, le sommeil, je pense que c'est un des piliers qui a le plus gros impact sur la performance, mais la nutrition, je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être en mode non, pas tant que ça. Si. Je pense quand même que ça a un gros impact. C'est pas mon domaine d'expertise, mais on le sent. Quand on mange mal, quand on mange au mauvais moment, quand on mange des mauvais aliments, on le sent sur la performance, même à un niveau récréationnel, donc à un niveau professionnel de élite, évidemment que ça va se ressentir. Pour mettre un peu de lumière sur peut-être comment gérer un décalage au sein de son même pays,
et donc vivre un peu de nuit, s'entraîner de nuit, etc., etc., on va pas commencer à appeler quelqu'un qui travaille de nuit comme un réceptionniste dans un hôtel qui ferait les shifts de nuit. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, quelle est, selon toi, la journée idéale d'un combattant UFC le jour du combat? À quelle heure doit-il se lever par rapport à son heure de combat? Qu'est-ce qu'il fait à partir du réveil? Est-ce qu'il y a un réveil musculaire? Est-ce qu'il faut voir la lumière du jour? Ça paraît bête, mais moi je suis un fan de Andrew Huberman qui dit que voir la lumière du jour sur les 3 premières heures suivant le réveil, ça peut avoir un impact sur voilà, sur la performance, la Bien concentration, sûr. etc., etc. Donc, à quoi pourrait ressembler une journée optimale? Et ça pourrait peut-être nous permettre de faire un rétro-planning pour quand on combat à 6 heures du matin. Mais en fait, Est-ce que ça te dit de faire cet ouais, exercice? ça me parle et ça me plaît beaucoup. La première des choses, c'est que il faut s'adapter. C'est-à-dire que notre métier, à nous d'entraîner, de monter une équipe autour d'un athlète. J'en parlais en plus tout à l'heure avec mes gars, tu vois, avec Ilian Boifia qui est nouveau là pour le moment dans l'équipe et qui vient faire son premier camp avec moi. Et en fait, la question, c'est de pouvoir avoir un seuil d'adaptabilité très important. C'est-à-dire que oui, tu as raison. J'aime beaucoup ce que tu dis au niveau de la lumière du soleil, c'est bien fait. On sait qu'elle est très chargée en lumière rouge et que ça joue sur le mental, l'état d'esprit et bon nombre de choses. Néanmoins, ça, c'est de la data scientifique. Si le gars te donne le choix ou qu'il sait pas trop comment se construire, c'est bien sûr ce qu'il faut lui préconiser. Après, tu as des mecs, et même à très très haut niveau, j'en connais, qui restent cloîtrés dans leur chambre, qui coupent leur téléphone ou qui le coupent pas. Et en fait, la routine, ce qui est important, c'est que les fighters, il y en a beaucoup qui sont un peu fétiches, tu vois, et qui vont avoir Ouais. souvent toujours la même routine. Et en fait, c'est à nous de s'adapter. Je vais te parler moi, j'en ai dans l'équipe qui aime pas trop. Alors, Axel est très, très à cheval sur le réveil musculaire. Il va le faire la nuit, post-réhydratation et le matin du fight. Il en a besoin. C'est quelque chose d'important pour lui. Virgile est un peu comme ça aussi. Mais en dehors de ça, ils sortent pas beaucoup, tu vois. Alors qu'il y en a qui vont me demander un réveil musculaire, aller marcher. Manon, elle a besoin, tu vois, de se nourrir un petit peu de cette lumière du jour. Donc voilà, la première des choses très importantes, c'est de rester dans la routine du fighter. Même si Ouais. toi, tu sais que c'est pas 100% génial, c'est lui qui va se battre, donc il faut s'habituer à ça. Après, oui. Je te fais juste une parenthèse parce que Michael Phelps était connu pour sa routine avant les compétitions. Il faisait toujours la même chose. Il mangeait 12 œufs. Juste avant ça ou juste après ça, je sais plus combien de longueurs il faisait. Et les longueurs, c'était toujours le même ordre, le même nombre de longueurs. C'était toujours la même musique qui passait dans ses oreilles. Tout était exactement la même chose. Et ça fait un peu penser à Steve Jobs qui s'habille toujours de la même manière pour pas se... Non, c'est Bill Gates ou je sais plus, Steve Jobs, qui s'habille toujours de la même manière, comme ça lui prend pas d'énergie de réfléchir à comment s'habiller aujourd'hui. Et Mais ça lui permet d'avoir cette petite énergie qui n'a pas été dépensée sur comment je m'habille aujourd'hui pour l'utiliser dans le boulot. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir en parler. Le mot routine est très important. c'est important. Et puis je te dis, Très important, pardon, c'est un mot, pas une mot. mais c'est vrai que l'athlète dans sa journée, il va cocher des cases. C'est toujours pareil. On parle d'athlètes UFC, donc sur le papier, ils ont déjà 7, 8, 9, 10, 12 combats avant, plus les combats amateurs ou le background dans le précédent arts martiaux ou sport de combat. Donc, en général, à ce stade-là, la routine, elle est déjà faite. Et voilà, il faut la respecter. Euh, Moi, j'insiste juste sur les piliers obligatoires pour la performance, c'est-à-dire la petite séance technico-tactique pour quand même se mettre dedans et reparler un peu de ce combat pour le dédramatiser un petit peu et se focus, et la nourriture. Sorti de là, euh, il faut quand même manger au moins 8 heures, 9 heures avant, de façon à avoir des ressources énergétiques dans le corps et pas risquer d'être en hypo, en low énergie, en ce que tu veux. Et sorti de ça, après, il faut s'adapter. Je te dis, tu as des mecs qui sortent pas de la chambre, qui veulent rester seuls. Je sais pas ce qu'ils font, hein. Est-ce qu'ils parlent à leur femme, est-ce qu'ils parlent pas, est-ce qu'ils échangent avec, ils vont chercher de l'énergie de gens qui leur donnent de la force sur les réseaux. J'en sais rien. Moi, je suis pas de ceux qui confisquent le téléphone, tout ça. Je pense qu'au bout d'un moment, il n'y a pas de confiscation. Le mec, s'il en a besoin, moi, sur le papier, je dirais de couper le téléphone. Euh,
au moins 12 heures avant. Après, si le gars il en a besoin, il y a des gens qui se nourrissent de ça, tu vois. Donc, il faut être assez ouvert là-dessus. Après, voilà, les constantes, le réveil musculaire me paraît indispensable. Le fait de manger une petite dizaine d'heures avant le combat est important aussi. De s'hydrater de façon régulière tout au long de la journée aussi, puisque souvent, on sait que les fighters en dehors des poids lourds ont été soumis à un cut important. Tu es encore en réhydratation si Ah, tu n'as pas eu droit aux intraveineuses. Hein, donc, et à l'UFC, c'est interdit. Donc, a priori, tu dois encore faire ton travail de réhydrate c'est ça. le jour du combat. Donc, et voilà, il y a ces paramètres-là qui sont fondamentaux et obligatoires. Le reste, il faut s'adapter. Et effectivement, pour la grande majorité des gars, ils ont besoin d'être entourés. Donc, c'est ce qui est préconisé d'un point de vue psychique. Tu vois, après, il faut s'adapter. Alors, je ne sais pas s'il y a des études là-dessus. Il me semble que justement Huberman en avait parlé dans un de ses podcasts, mais est-ce que tu as déjà ressenti que la performance optimale se situe enfin, j'ai plutôt le mettre sous forme de question. Selon toi, à combien d'heures après le réveil se situe la performance optimale? C'est à quel moment qu'on s'entraîne le mieux, qu'on est le plus performant? Je pense je peux pas te répondre très exactement. Par contre, je peux te donner un minimum. Je pense que quoi qu'il arrive, il faut, il faut encore une fois recontextualiser. On parle de garçons qui normalement ont eu des nuits difficiles pendant la fight week parce que tu dors le ventre vide, parce qu'il y a une pression qui est la tienne. Tu croises des fois ton adversaire dans les couloirs, tu es à la diète, tu as eu un fort traumatisme pendant le cut qui bien souvent t'a empêché de dormir ou de faire une nuit blanche. Donc voilà. Les médias qui te posent toujours les mêmes questions. Exactement. Pour on peut aller très loin en disant pour les introvertis, c'est plus énergivore que pour les extravertis. Ouais. Il y a une question de personnalité aussi qui rentre en Mais jeu. Chris, le média trainer, c'est hyper important aujourd'hui d'en avoir un parce qu'il va te préparer à ça. C'est pas pour paraphraser et faire le poète, le média trainer. Alors c'est vrai que c'est mieux, ça te permet d'avoir un message plus clair vis-à-vis des réseaux sociaux et de la presse spécialisée, mais c'est pas ça, c'est surtout pour te permettre de dépenser moins d'énergie dans cet exercice qui peut aller jusqu'à 7, 8, 10 heures sur la fight week. Donc c'est là qu'est l'utilité d'un média trainer. C'est pas pour l'authenticité du fighter, elle est importante. Il faut qu'il diffuse son message avec ses mots et tout ce qui va avec, mais c'est surtout de préparer et de perdre pas beaucoup d'énergie. Après, effectivement, j'allais te répondre, il n'y a pas d'heure précise, mais il y a des heures minimum. Je pense que très objectivement, il faut pas même si après tu redors hein, pendant ta journée, tu fais des siestes parce qu'encore une fois, tu es en carence de sommeil. Mais en tout cas, ouais, le vrai lever où tu vas casser un sommeil profond, il faut le laisser. La performance, elle doit avoir lieu au moins 5-6 heures après. Ça, c'est un minimum. Après, je pense que tu peux faire des siestes dans l'après-midi qui va te mettre un petit peu le corps en état de veille et de récupération, tu vois. Donc, ça, ces trucs-là, il n'y a aucun souci. Mais oui, il y a un minimum, je pense, qui est de l'ordre de 5-6 heures. Ouais, moi, de mon expérience, j'ai l'impression que la fenêtre entre 11 et 13 heures après ton réveil de ta nuit est optimale. Et si tu as fait en plus une petite sieste de 20 minutes dans la journée, c'est encore mieux pour ta performance. Mais bon, mais tu sais, comme tu l'as très bien dit, la majorité des fighters, ils redorment dans la journée, mais de façon très importante, hein, Chris, je t'assure. bah, c'est vrai que quand tu as la pesée et que tu peux te peser à partir de 6 heures du matin et que tu fais ton cut la veille au soir ou que tu te réveilles à 3 heures du matin pour faire ton cut, bah de 1, tu es en manque de sommeil et de 2, en plus, tu es en décalage. C'est ça. Je sais qu'il y a des athlètes qui vont faire le poids la veille au soir et du coup, ils vont très mal dormir jusqu'à 6 heures du matin pour aller se peser au plus vite, pour redormir derrière et puis tout est perturbé. Mais ouais, ça me surprend pas que des combattants essayent d'aller... et moi, de l'expérience que j'ai en général, la veille du combat, on va dormir vers 23 heures, minuit, Ouais, parce qu'on essaie de faire un entraînement après s'être réhydraté la veille au soir, plus ou moins à l'heure du combat. Donc, si on combat vers 21h, on va essayer de s'entraîner à 21h. Si c'est vers 22h, on va essayer de s'entraîner vers 22h. Pas trop hard pour pouvoir bien dormir derrière, parce que si tu fais un entraînement trop intense, ben, tu as encore l'adrénaline, tu dors mal derrière. Donc, en général, on va dormir vers 23h. La plupart des athlètes ne font pas de grasse mat. Ils se réveillent à cause de la pesée. Ils sont un peu calés à ça. Ils vont se réveiller vers 6h, 7h, peut-être 8h s'ils ont de la chance.
Et effectivement, une sieste de 20 minutes, c'est peut-être pas assez. Donc, il y en a qui vont taper une sieste de 2 heures. Ah ouais, c'est ça. Il y en a Mais qui dorment voilà. 3, 4, 5 heures, 6 heures après pendant la Ah, journée. waouh, ça, j'ai jamais vu, Ah, mais je te ouais. jure, moi, j'en ai, et je peux t'en citer un paquet, hein. Manon compris, Axel, Sofiane Boukishou. J'en ai eu un paquet. C'est par cycle. T'as des mecs qui peuvent pas dormir et ils ont besoin de parler, d'échanger, d'être entourés. Et t'en as d'autres qui sont capables de dormir quasiment toute la journée. Et tu les réveilles toi pour qu'ils mangent, tu les réveilles toi pour le réveil musculaire, et après ça rompiche jusqu'à ce qu'on te dise ok, là il faudrait peut-être se réveiller parce que le car, le bus, la navette, le taxi vient nous récupérer à 18h, à 19h, à 20h. Et pareil, tu vois, c'est un sujet qu'on peut évoquer très rapidement, c'est le temps que tu passes à la salle. C'est très important de passer le minimum de temps là-bas. Alors, certes, il faut un temps pour le contrôle antidopage et l'échauffement, mais tu es quand même mieux dans ta chambre d'hôtel avec tes copains, avec ton équipe, parce qu'on perd tellement d'énergie et d'influx dans ces salles avec les vestiaires, avec l'autre qui est en train de s'échauffer, avec celui qui va revenir en sang, avec celui qui va revenir parce qu'il a perdu, avec celui qui va revenir parce qu'il a gagné et tu l'applaudis. Donc, c'est vraiment, l'UFC, c'est très bien fait, c'est 2 heures avant. Voilà, tu arrives pile 2 heures avant ton fight, ce qui fait que si tu as besoin de collecter des urines, parce que c'est quand même extrêmement rare d'avoir la prise de sang, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu de contrôle sanguin juste avant un combat, ouais. Jamais. Donc la plupart du temps, c'est effectivement de l'urine qui va être collectée. Donc sur les commissions athlétiques américaines que j'ai pu faire, ça se fait avant le combat. En France, ça se fait après. Je vais être un peu critique, je pense que c'est une énorme... Alors, pardon aux scientifiques qui ont mis ça en place. Ils vont dire, mais qui c'est celui-là qui se permet de nous critiquer? Je pense que c'est une énorme connerie parce que tu as des mecs qui partent pas avant 2 ou 3 heures du matin parce qu'avec l'adrénaline, la colère, l'euphorie et tout ça, ils n'arrivent pas à pisser. Ouais. Mais voilà, je pense que 2 heures avant, c'est bien. Et tout ce qu'on dit est bien sûr reportable avec notre cas de figure de UFC Manchester. C'est ça, c'est Manchester, hein, celui de c'est ça. Donc, c'est 2 heures avant. Donc, si tu fights à 6 heures ou à 5 heures, bah, tu vas arriver à 3 ou à 4 heures à l'arena. J'essaie de faire une petite synthèse pour qu'on réponde un peu à la question. Donc, si ça se produisait pour Manon et qu'elle devait combattre à 6 heures du matin, toi, quoi, on dirait 3 semaines, peut-être 4 semaines avant le combat, tu commencerais à shifter dans le sens classique, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. D'une montre. Je suis très mauvais en expression, moi. Donc, aujourd'hui, votre entraînement de l'après-midi, c'est vers quelle heure? Vers 16h. Et donc, qu'est-ce que tu ferais? Tu ferais chaque jour, tu passes d'1 heure, ou tu ferais tous les 3 jours, tu passes d'1 heure? Non, chaque jour, petit à petit, tu vois. Chaque jour ou un jour sur 2, tu rajoutes 1 heure à l'entraînement. Donc, c'est bien ce que tu as dit. En sachant que, pareil, tu vois, dans ton processus d'entraînement, la dernière semaine, tu la comptes pas. Donc, la Fight Week, c'est pas une semaine d'entraînement. Pour moi, le camp, pour moi, il se termine le vendredi pré-Fight Week. Pardon. Et donc, on va dire 16 heures. Donc, pour arriver à minuit, tu as besoin de 8 heures. Puis, pour arriver à 6 heures du matin, 14 heures. Donc, tu aurais besoin de 14 jours, grosso modo. 3 semaines, c'est bien ce que tu as fait. Parce qu'il ne faut pas, je pense, faire 1 heure par jour. Il faut de temps en temps laisser un petit peu le corps s'habituer. Donc, tu fais. S'acclimater, c'est un bon mot. Tu vois, c'est comme ceux qui font l'Everest. Tu vois, ils font et puis ils restent 2-3 jours à une certaine altitude. Puis ils repartent vers le base camp suivant. Du coup, c'est peut-être 4 semaines qu'il faudrait parce que j'imagine 3 semaines et demie, je suis en train de compter, moi. Tu veux arriver à t'entraîner avec un pic d'intensité à 6 heures du matin, mais tu veux pas que ce soit un seul entraînement. Tu voudrais peut-être faire une semaine complète à cet horaire-là pour bien t'habituer. C'est ça. Donc, je pense que 3 semaines et demie, 4 semaines, comme tu avais dit initialement, ça me paraît très bien. Donc, t'imagines, c'est long, c'est fastidieux. Il faut réfléchir à plein de trucs après dans la journée type de l'athlète quand il va se coucher parce qu'on et donc justement, faut pas le priver de lumière, quoi. Faut pas le priver de lumière du jour. Il y a plein de trucs, il y a plein de paramètres hyper scientifiques et manger. Tu dois tout préparer à manger pour manger chez toi parce que il y a toute une partie où tu pourras plus manger après tes entraînements parce que voilà, tu t'entraînes à 17 heures. Si tu veux manger à l'extérieur, c'est pas un problème. Quand tu commences à avoir tes entraînements qui tirent à 23 heures, minuit, ça commence de plus en plus compliqué de manger bien. Manger, c'est pas un problème. Tu vois, tu vas sur Uber Eats, t'as les McDo qui sont encore ouverts et tout. Mais bon, pour un athlète de l'UFC, c'est pas une option. Et donc, effectivement, on parlait tout à l'heure de ceux qui vont combattre en prélim-headliner vers 3 heures du matin. Mais en fait, dans ta transition heure par heure, il y a quelques journées, voire une semaine complète où tu es vraiment dans les pires heures pour
tout ce qui est après combat, après entraînement. C'est ça. Mon Franchement, kiné, mon ci, mon ça. Ouais, c'est un truc hyper compliqué. Et les Anglais, les Ah, pauvres, je comprends vraiment qu'Espinal ait râlé, parce que bah oui. je trouve que c'est une galère absolue pour plein de raisons. La lumière du jour, tout ça. Parce qu'on on sait que travailler de nuit, c'est absolument pas bon pour les cycles et que la plupart des. Là, Vraiment il y a pas. quelques études qui sont intéressantes à regarder sur les gens qui travaillent de nuit dans la sécurité, dans l'étalage, je crois qu'on dit, ceux qui font dans les centres commerciaux. Je m'excuse si je dis une bêtise. Et on se rend compte que ces gens-là sont particulièrement en mauvaise santé pour plusieurs paramètres, dont la lumière du soleil et dont les cycles de sommeil qui sont absolument pas les mêmes. Parce qu'en plus, c'est des gens qui changent. Des fois, ils sont de jour, des fois, ils sont de nuit pour certains. Ça, c'est le pire. Je pense Ouais. que ça, c'est encore pire, sont Ouais. ceux qui vont faire une semaine sur deux. C'est ça. Une semaine sur deux, un night shift, parce que ma femme, elle a travaillé en hôtellerie pendant assez longtemps et c'était affreux. Elle avait aucun rythme et tu le sentais, enfin, tu le sens sur l'humeur, tu le sens sur la santé et du coup, tu vas beaucoup plus souvent à l'hôpital aussi, t'as beaucoup plus de, C'est ça. ouais, c'est affreux. C'est C'est vraiment affreux. c'est pour ça que c'est vraiment une galère. Franchement, cette histoire, je comprends hein, après pour les pay-per-view et pour un ensemble de choses, mais parce que effectivement, les Anglais, ben, c'est un process normal. C'est pour que les gens comprennent. Les Anglais, ben, l'UFC vient en Angleterre, il y a pas d'argent qui est posé sur la table par un tel ou tel milliardaire, comme ça peut être le cas, euh, parce qu'on sait que l'Arabie À Saoudite, par Riyad exemple, ou à Abu Dhabi, c'est ouais. ça, c'est ça. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, tu as des gros partenariats qui sont faits avec le Riyadh Season, avec certains Émiratis qui contribuent financièrement à ce que l'UFC vienne dans ces pays-là. Et effectivement, dans ces cas-là, ils vont penser à eux, à leur économie à eux, et le manque à gagner est comblé par la mise qui est mise par ces bienfaiteurs, par ces mécènes. Là, c'est pas le cas. Donc à partir du moment où ils ont dit, bah, on fait un pay-per-view, ils savent que la source de revenus, c'est le ESPN. Et d'ailleurs, j'écoutais Antoine Simon la dernière fois qui parlait de 80 balles, mais non, non, non. Il me semble qu'ils l'ont monté, qu'il est à 105 dollars maintenant le pay-per-view pour les gens qui sont abonnés à ESPN. Donc c'est-à-dire que les mecs payent un abonnement qui est au-dessus des 60 dollars, ça c'est une certitude. Et en plus Ouais, ouais. de cet abonnement, ils payent un pay-per-view qui est à 105 dollars pour accéder à la main card de UFC. Donc, Ouais, et si tu veux en plus avoir ton abonnement au OnlyFans de Paige Van Zandt, ça commence à faire un budget pour être fan de MMA aujourd'hui. t'as vu, elle a fait sa reconversion dans le slap Non, non, contest. non, 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 on va On pas en faire de parle. la lumière là-dessus. Mais c'est vrai que pour les Américains, et c'est là la cible, hein. Honnêtement, là, ils battent des records parce que je pense pas. En fait, j'avais commencé à regarder un reportage qui traitait de ça, mais c'était compliqué parce que c'était sous-titré d'une autre langue. Je sais plus ce que c'était. C'était difficilement audible pour moi. Mais il te disait en fait que c'est l'UFC, les coutumes, elles sont complètement différentes. Et au Brésil, tu vois, c'est un très grand pays, mais il n'y a pas de pay-per-view possible. Donc la seule solution en termes de business, c'est de faire avec la chaîne BT Sport, qui est une chaîne nationale, qui est la chaîne du football, qui est la chaîne principale. En Russie, ça marche même pas, ça. Tu peux même pas vendre à la chaîne parce que c'est culturel. Je suis pas en train de dire que les Russes sont, attention, bon, des pincettes. Je suis pas en train Prends de des dire pincettes, que oui, les oui. Russes sont des gratteurs et tout ça, mais culturellement, ça se regarde de façon sauvage. Il y a des liens, il y a des trucs, il y a une grosse communauté et le public intéressé par les sports de combat a ces habitudes-là, point final. Et, et voilà, et dans pas mal de pays européens, c'est ainsi. Les Anglais sont quand même conditionnés à ça, mais ça reste un petit pays pour les chiffres qui sont demandés, parce que je pense que là, ils ont quand même, j'ai pas fait de calcul, mais la carte est belle. Il y a quand même Leon Edwards, il y a Belal, il y a Spinal, il y a, même s'il n'est pas très vendeur de pay-per-view, l'adversaire de Spinal, Curtis Blade, c'est quand même un Américain et il a sa chance pour la ceinture, même si c'est qu'une ceinture intérimaire. Donc je pense que ils espèrent être entre 500 et 700 000. Je pense que c'est je pense pas qu'ils fassent un pay-per-view en disant, ah, putain, si on en fait 300 000, c'est bien parce que l'UFC vise Non. toujours l'excellence. C'est quand même poids lourd, hein. Poids lourd Ah. aux États-Unis, c'est ça qui ça Ça, vend bien, puis, même si c'est non américain. Enfin, puis mine de rien, Aspinal, il commence à construire sa hype. Jones a prononcé son nom. Il y a quand même des choses qui sont en train de se construire pour ce garçon. Et je pense qu'ils veulent au moins faire un demi-million de pay-per-view. Et ça, effectivement, c'est des chiffres. Si tu passes pas par le marché américain, c'est impossible. Ah, tu les as pas. Tu les as pas. De penser à ça. Et revenons aussi sur la somme. Voilà. Quand tu prends un pay-per-view sur l'UFC Fight Pass, je pense pas qu'il soit à 105 dollars. Je pense qu'il est selon les pays, il est entre 50 et
et 90 euros. Peut-être. En, Ouais, en, remarque en, avec le dollar, c'est ça. Hein. En France, c'est le même prix. Hein. En Belgique, on est à 30 euros, je pense, Ah bah tu si j'ai vois. pas de bêtises. Mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé, parce que maintenant, voilà, j'ai l'UFC Fight Pass pour tout ce qui est prélims et Fight Night, et j'ai RMC. D'accord. Enfin voilà. Et quand tu parlais de culturellement, tu vois, en France, la culture du pay-per-view, elle est inexistante. C'est ça. C'est pour ça C'est que ça. RMC fait un abonnement et il met pas de surcoût sur les pay-per-view, et c'est une méga chance. Enfin, beaucoup de fans français se rendent pas compte de la chance de pouvoir avoir tous les UFC et plus. Pour 20 euros par mois, c'est que dalle. Hein. En fait, Comparativement au reste du monde, c'est que dalle. si tu vas chercher un petit peu hein, au niveau de la genèse de ça, merci le groupe Canal+, je pense, parce que à l'époque où les droits de diffusion des combats de Tyson managés par Don King, à l'époque, qui avait monté sa propre chaîne de pay-per-view aux États-Unis, et à l'époque du football, là où il a commencé à prendre énormément de visibilité, c'est les années 90, et en France, et c'est là qu'en Angleterre, ils ont commencé à se mettre dans le pay-per-view d'ailleurs, pour le football notamment. Euh, et ben nous on a eu le groupe Canal+ en France qui a commencé à acheter ces événements. Donc tu avais les combats de Don King promotion de Tyson notamment, tu avais la première division de football chez nous, et je pense que c'est ça un petit peu qui a influencé notre culture de ce pay-per-view, parce que voilà, le marché en Europe, aux États-Unis, c'était déjà encore avant, je crois que c'est dans les années 70-80, t'imagines Chris, 80 je crois, mais mais tu l'avais sur la facture du téléphone, si je dis pas de bêtises, avec les gens, je te jure. Et en France, nous, on n'a pas eu ça. Donc voilà, ils vont peut-être le mettre en place dans les années à venir avec la nouvelle génération, les gens qui sont vraiment sur le 100% digital. Mais pour le moment, en tout cas, on a beaucoup de chance d'avoir un abonnement si peu cher. Parce que je te dis, encore une fois, si tu compares avec ESPN, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est au moins 50 $ l'abonnement, et que derrière ça, tu as en Ouais, plus ouais, ouais. le pay-per-view à acheter. Après, je t'avoue que si tu es aux États-Unis et que les événements ont lieu à des heures soirées, bah, le pay-per-view, tu le partages entre potes. Ben, c'est ce qu'ils font beaucoup, tu C'est ça vois. la grosse différence. Parce que en tant qu'Européen, voilà, quand tu dois payer le pay-per-view, en général, tu le payes seul. Moi, je me rappelle qu'avant d'être parent, on faisait des soirées à la maison et on se partageait les 25 euros. Parce qu'à l'époque, c'était 20 ou 25 euros en Belgique, le pay-per-view, et on se le partageait parce qu'on était 5-6 potes voilà, ça nous revenait à 4 euros par personne. C'était pas trop cher la soirée. La bouffe était un peu plus chère, mais voilà, on pouvait, Mais c'est vrai ce ça que allait tu dis. encore. Mais aux États-Unis, ouais, c'est Mais- vrai que quand tu dis 105 $, ça fait cher. Mais si tu arrives à te dire, bah, je vais le regarder dans un bar, déjà, tu payes tes consommations, mais tu payes pas le c'est pay-per-view. ça. Et si tu vas le regarder chez un ami, avec plusieurs potes, quand tu regardes Israël Adesanya, quand il fait ses vidéos React, ils sont 20 chez lui. Bon, lui, j'ose espérer. Enfin, je sais pas, en fait, vous avez la gratuité en tant Les que fighters, combattant MMA? les fighters, ils ont le Fight Pass, mais que le Fight Pass, c'est-à-dire que les- Pas le pay-per-view. non, c'est-à-dire que les fighters ont le Fight Pass, et en fait, je te dis la vérité, j'ai jamais regardé. Manon, elle a son compte UFC Fight Pass qui est, qui est fait par l'UFC, mais j'ai pas regardé. Vu qu'on est la plupart du temps en France, et que en France, Ouais. il y a RMC, et aux États-Unis, c'est bloqué par ESPN, donc il est bloqué, il est zoné l'UFC. Mais dans un pays où il faudrait faire l'acquisition du pay-per-view, j'ai pas regardé si pour maintenant c'est free access ou pas. C'est une bonne question. Elle a son abonnement UFC Fight Pass payé par l'UFC. Pour le reste, je peux pas te dire, j'ai jamais regardé. Ah, ça paraît bête comme question, mais au moins j'apprends quelque chose, et ça me ferait rire que les combattants, les combattants de l'UFC doivent payer leur propre pay-per-view pour regarder leur propre sport, mais ça me surprendrait pas de l'UFC pour autant. Euh, Bah écoute, on a bien couvert le sujet, je trouve. Ce que j'aime bien sur ce sujet, c'est que ça continue à mettre un peu de la lumière sur la complexité de ce sport et tous les sacrifices que les combattants doivent faire pour arriver là où ils en sont. Je crois qu'au cours des coach shows, on a vraiment mis une bonne lumière dessus. Et là, de nouveau, c'est un détail auquel les gens pensent pas spécialement, ou ils pensent, mais sans se rendre compte de l'impact que ça peut avoir. Mais donc en gros, ce qu'on a dit là, c'est qu'on doit s'y mettre un bon 4 semaines à l'avance pour commencer à s'acclimater. C'est ça, s'acclimater, Ouais, ouais. c'est ça. Et il n'y a pas que le combattant qui fait ce process. Il y a enfin, le cœur de son équipe au minimum, et il y a toute une organisation qui va autour pour tout ce qui touche à l'extra combat. Quand est-ce que je mange? Où est-ce que je mange? Je dois cuisiner de nuit. Enfin, ce sont des bêtes trucs. Je vois plus la lumière. Je suis moins en contact avec mes proches aussi, puisque tes potes, ils vont, ils vont pas se décaler pour ton combat, quoi. Tu les vois plus pendant un mois. Bon, après ça, c'est peut-être un classique aussi, selon les combattants, mais ouais, il y a beaucoup de trucs, et effectivement, pour
la récupération, ceux qui vont voir des masseurs, des ostéos, peu importe, des kinés, il n'y a plus Non, mais l'accès sur le dernier mois, sauf si on les paye très cher en se disant, bah, j'ai quand même encore prendre tes services 2 fois par semaine, mais il faut se lever à 5 heures du matin. Est-ce que ça va pour toi? Combien est-ce que tu me demandes pour ça? C'est un coup de ouf. tout est extrêmement compliqué et ça me fait. Maintenant, on va dire road to 50 000 sur Fightmind, mais quand je croise des abonnés Fightmind, ils me disent putain, c'est le coach talk, j'écoute avec Chris ce que vous faites et tout. Je comprends mieux le MMA, mais après cette compréhension, je me rends compte que c'est tellement beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et ça me fait ce genre de commentaires me font plaisir parce que c'est ça, c'est exactement ça. Les gens en fait dans leur imaginaire, les mecs sont payés pour les meilleurs, je parle pour les main eventers, ils sont payés 1 million voire plus pour le pay-per-view et derrière leur boulot c'est juste de rigoler, de s'entraîner une fois le matin, une fois l'après-midi et c'est tout. Tu vois? Et c'est l'imaginaire qu'on s'en fait. Et c'est pareil pour le football, tu vois, puisqu'on a décidé de croiser un peu ces mondes, nous, en tout cas, dans notre recherche de performance. Euh, souvent, t'entends des mecs qui disent, ah, il est payé des millions, il en branle pas une, parce qu'ils pensent que, voilà, la rémunération de cet athlète, c'est le combat, le match du samedi et que tout le reste de la semaine, il sirote des pina coladas, tu vois, en tongs et tout ça. Et en fait, ils se rendent pas compte. Alors, bien sûr qu'ils ont la chance, pour les meilleurs, en tout cas, en MMA, d'être extrêmement bien rémunérés, mais voilà, il y a aujourd'hui des sacrifices et surtout, il y a, alors bien sûr, l'essentiel, c'est la connaissance, la technique, le physique et ça se passe sur un tatami ou dans une salle de prépa. Ça, c'est une évidence et on a beau mettre toute la science que tu veux à ton service, si tu es mauvais, bah, tu es mauvais. Et ça, c'est une constante. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de paramètres de façon à optimiser encore mieux et augmenter encore le niveau parce que je pense qu'on peut encore augmenter le niveau global de la prise en charge et donc de la performance. Ça me fait plaisir d'entendre que tu reçois ce feedback parce que moi jamais. Alors, je croise peu de monde. Je me fais rarement arrêter. Hey, c'est Chris. Mais ça fait plaisir d'entendre ça parce que si on arrive à mettre de la lumière sur le fait que le MMA c'est un sport qui est quand même compliqué, hein. Certains peuvent faire le raccourci d'eux-mêmes, mais si on arrive vraiment à mettre cette lumière-là, je pense que ça permet aux fans casuels ou plus assidus de respecter encore plus les athlètes. Et je pense qu'au final, c'est ça qui est important. J'écoutais un podcast il n'y a pas longtemps où il conseillait, c'est 2 personnes très connues qui conseillaient, cherchez pas à être connu, cherchez à être respecté. C'est, voilà, si tu veux faire un travail où tu deviens une personnalité publique, ton objectif, ça doit pas être connu dans le grand nombre, ça doit être respecté. Respecté d'un petit nombre ou respecté d'un grand nombre, peu importe, mais si tu peux être une personne respectée, tu vas vivre mieux. Ouais, c'est ça. Et j'aimais bien ce conseil. J'aimais beaucoup ce conseil. C'est une très bonne vision. Après, il faut juste. Moi, c'est un travail sur moi qui m'a demandé du temps. Tu as vu, je suis beaucoup moins insultant sur Twitter parce que du coup, j'y passe moins de temps, effectivement. Mais en fait, il faut comprendre. C'est-à-dire que on prend le cas de Yanis Gemouri, qui, encore une fois, je le redis, j'ai envoyé un message et j'apporte mon total soutien. Bah, nous, on est déçus pour Yanis. Et le fan de MMA lambda qui va se reconnaître en Yanis parce qu'ils ont la même origine du pays des antécédents, parce que j'explique, Yanis il est français d'origine algérienne, il y a plein de gens qui vont se reconnaître en lui parce qu'ils sont d'origine algérienne aussi. Et ces mecs-là, c'est pas qu'ils sont déçus pour Yanis, ils sont déçus tout court. Et ils vont exprimer leur déception par des insultes. Et je veux dire, c'est un truc typique de supporter, quoi. Il faut le comprendre. Il n'y a pas tout le monde qui est intelligent dans la réflexion et qui est juste déçu pour le sportif, de par son investissement, de par la suite de sa carrière, de par les conséquences que ça va avoir sur des éventuels sponsors et même la suite de sa carrière dans l'organisation tout court, tu vois. Il y a juste de la déception. Et t'es compatissant envers un mec qui se donne à 100% dans sa passion. Et à côté de ça, il faut comprendre qu'il y a des supporters, même si moi, ils m'exaspèrent ces gens, mais qui vont aller dans le personnel et qui vont manquer de respect, en rire, se moquer parce qu'ils sont une déception, parce qu'ils ont parié de l'argent et que ça, ils en ont perdu, 20 euros, tu vois. Ouais, là, j'aime pas le mot supporter parce que normalement, supporter, comme l'indique son nom, c'est un support, tu apportes un support. Et là, forcément, si tu rigoles ou tu te moques ou tu insultes ou tu râles sur un combattant parce qu'il a perdu, tu deviens automatiquement plus un supporter mais un anti ou un hater ou je sais pas quel mot utiliser. Mais
un truc qui est très important à comprendre, c'est le sport, c'est les émotions. Il n'y a aucun sport qui ne te fait pas rentrer dans les émotions. Tous les fans d'un sport, quand ils regardent un sport, il y a des émotions qui se passent. Et les émotions vont très hautes. Et tout le monde n'est pas capable de gérer ces émotions. Donc, à chaud, les gens vont de temps en temps dire des insultes, etc., etc. Je pense que c'est important que ces gens qui sont insultants dans l'émotion fassent un moment une introspection en regardant leurs commentaires 2 semaines après, quand les émotions sont retombées, et se poser la question, tiens, est-ce que ce que j'ai écrit là, est-ce que, pour prendre l'exemple de Yanis, est-ce qu'en insultant Yanis ou en insultant Cyril Gane quand il a perdu contre Jones, j'avais une valeur ajoutée? Est-ce que j'ai créé une valeur ajoutée? Est-ce que c'était quelque chose de positif de faire ça, ou c'était juste mon besoin à moi d'exprimer ma haine? Mais est-ce que c'est pas mieux d'exprimer ma haine juste en criant chez moi tout seul? Bon, si vous habitez dans un appart et qu'il est 6 heures du matin, évitez, parce que vous allez déranger d'autres personnes que le combattant. Mais à la limite, je préfère, enfin voilà, on va pas rentrer dans ce débat, mais je pense que voilà, voilà, s'il y a des personnes qui ont été insultantes sur Twitter parce que vous avez parlé à chaud sur le coup de l'émotion, c'est compréhensible. Maintenant, il y a un travail à faire sur la gestion des émotions. Peut-être pas la gestion des émotions, mais la manière d'exprimer, de phraser vos émotions et de prendre ce réflexe de j'écris mon message, je le supprime. Au moins, il est écrit, les émotions sont ressorties. Il n'est pas publié. C'est le nombre de fois où ça m'est arrivé d'écrire un mail incendié et puis dire c'est bon, je l'ai écrit, je le supprime, je l'envoie pas. Ça permet de calmer. C'est un bête exercice, mais voilà. Je sais qu'on va pas changer les haters, mais s'il y en a 3-4 qui écoutent ce que je viens de dire et que ça peut leur permettre de changer et d'être un tout petit peu plus respectueux envers les combattants et de ne pas insulter après une défaite, on aura gagné ce podcast. Très juste, très bien dit. J'adhère à 100%. Parfait. Bon, ben on va finir là-dessus alors. Super. Aldric, un tout grand merci. Merci à tous. Abonnez-vous. Road to 50K, on y est presque. On se rapproche des 40 là. Et dernière ligne droite. Comme si à 50, on s'arrêtait là. Ah non, c'est juste 50, une étape. C'est une étape, ouais. c'est tout. C'est une étape, exactement. À très vite. Ciao, ciao.